Alors, je dois payer pour ça aujourd'hui. Maintenant, on reprend pour les conférences de l'après-midi. On reprend avec Daniel Paquet. Il est titulaire d'un doctorat et professeur de l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. En tant qu'éthologue, il a d'abord étudié le développement social des jeunes chimpanzés captifs. Il a par la suite travaillé en tant que chercheur au Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire. Ses intérêts de recherche concernant l'attachement, l'agression, la compétition et les jeux physiques chez les enfants de 0 à 5 ans, ainsi que les comportements parentaux, tout particulièrement celui des parents. Son enseignement porte essentiellement sur la psychologie développementale évolutionniste et les techniques d'observation. Daniel Paquet s'est fait connaître avec ce qu'il a dessiné comme la théorie de la relation d'activation, selon laquelle les pères seraient plus enclins à favoriser la prise de risques calculés chez leurs enfants, favorisant par la suite l'effet même, les comportements exploratoires et leur autonomie. J'invite donc M. Paquet à venir nous entretenir avec la relation d'activation par enfant et l'adaptation sociale de l'enfant. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Alors, je vais vous parler, là, ça ne paraît pas encore, ici, ce que je vais vous parler, c'est le rôle du père dans l'apprentissage par l'enfant de la prise de risque, en lien avec l'agression et l'anxiété que les enfants peuvent développer. OK? On va voir si ça me... Oups! Je pensais que... Bon. Je pensais que ça avançait automatiquement. Je ne peux pas avancer l'élection. OK. Alors, je vais d'abord parler un petit peu de la tendance. Il y a une tendance en ce moment qui est surprotectrice dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui. Il y a une réglementation qui est abusive, de plus en plus abusive, pour éviter tout accident. Il y a comme une tolérance zéro à l'accident. Même pour des accidents extrêmement rarissimes, une chance sur 1 million que ça se produise, on fait des règles pour éviter tous ces accidents-là. Il y a une émission l'année dernière, vous avez peut-être vu à Club Social, qui s'appelle Les paranoïaques. C'est les parents qui préfèrent que l'enfant reste à la maison, jouer à l'ordinateur plutôt que de sortir, jouer dans la rue, parce que dehors, ben, il y a toutes sortes de dangers. Il y a une femme qui voulait faire couper les arbres dans un parc comme ça, le violeur ne peut pas se cacher derrière un arbre. Il y a une espèce de paranoïa qui se fait, là. Les enfants, souvent, sont reconduits à l'école, ils ont 10 ans, ils sont encore reconduits et ramenés, alors que moi, quand j'étais jeune, ben, à 6 ans, on se rendait à l'école, à 2 coins de rue, par nous-mêmes. Donc, c'est cette espèce de paranoïa-là, évidemment, cette surprotection-là, c'est sans doute relié en partie au fait que les familles d'aujourd'hui ont moins d'enfants. Il y a sûrement un lien. Mais il y a aussi un paradoxe, parce que, vous savez, la recherche de sensations fortes chez les jeunes, les blessures accidentelles, par exemple, constituent la principale cause des hospitalisations chez les enfants entre 1 et 10 ans, d'une part. D'autre part, on voit de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes faire des sports extrêmes. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien dans ce paradoxe entre une société surprotectrice et le fait que les jeunes, certains jeunes vont avoir tendance à pousser très loin la prise de risque. Selon moi, il y a une nécessité d'apprendre à gérer la prise de risque et l'encadrement parental, ça met en évidence un encadrement parental insuffisant à l'apprentissage de la régulation à la prise de risque. Alors pour moi, la prise de risque, c'est un besoin de base permettant d'explorer l'environnement pour l'enfant. Alors ça, c'est un discours un peu nouveau qu'on voit naître dans la littérature. Il y a eu une étude australienne l'année dernière
ils se demandaient pourquoi les enfants ne vont pas jouer dans les parcs. Il y a beaucoup de parcs avec des structures, les enfants n'y vont pas. Ils ont fait des évaluations, ils se sont rendus compte que le niveau de défi et de risque était trop faible. Donc les enfants, ils ont besoin de prendre un certain nombre de risques pour développer leurs compétences, pour explorer l'environnement. Donc ils sont en train de définir c'est quoi un risque acceptable. Quand l'enfant voit c'est la hauteur ou bien que ça tourne vite, il sait à quoi s'attendre, c'est un risque acceptable. Mais une trappe qui souffre sans que tu saches, ça c'est sans doute un risque inacceptable. Donc il y a une réflexion autour de ça présentement. On peut dire que le tempérament prédispose l'enfant à prendre plus de risques, plus ou moins de risques, selon le tempérament. Puis les parents doivent aider les enfants à apprendre à réguler la prise de risque. C'est-à-dire que avec les enfants, on doit davantage encourager les enfants inhibés à apprendre. Il y a des enfants inhibés qui n'osent pas explorer leur environnement. Puis tu vois, le parent des fois est découragé parce que tu vois que c'est dans le tempérament de l'enfant. Donc avec des enfants inhibés, le parent doit encourager davantage cet enfant-là à explorer son environnement. Par contre, avec des enfants impulsifs qui se garochent partout, on a toujours un enfant qui veut aller dans la rue, même si ça fait 10 fois qu'on lui dit de ne pas y aller, mais lui, ça demande plus d'encadrement. Donc, il y a un tempérament actif et impulsif. Il faut que le parent l'encadre davantage pour le protéger. Alors, les hommes sont davantage prédisposés pour favoriser cet apprentissage-là, selon moi, parce que les hommes sont connus pour être universels. C'est universel. Les hommes prennent plus de risques que les femmes, à tout égard. Bon, c'est bien connu aussi, les assureurs le savent, parce que ça coûte plus cher pour assurer un homme pour la conduite automobile que pour une femme. Et c'est universel. Alors, ce truc-là s'explique par la sélection naturelle, évidemment. OK? C'est-à-dire que nos ancêtres chasseurs devaient prendre des risques. Les femmes choisissaient des bons chasseurs, donc ces chasseurs-là prenaient des risques. Donc, on a sélectionné au cours des millénaires ce trait-là chez les hommes. Mais pour les femmes, en général, ça, je ne voulais pas embarquer là-dedans, mais c'est séduisant pour les femmes, un homme qui sait prendre des risques. OK? Il y a des études qui montrent que les hommes, vous savez, des fois, ils traversent la rue comme ça en passant à côté des autos, là. Ils font plus souvent ça quand il y a des femmes qui les regardent. OK? Mais par contre, les hommes qui prennent trop de risques, les femmes les décrochent parce que c'est pas le conjoint qui va pouvoir... Son espérance de vie n'est pas très grande, puis ce ne sera pas le conjoint qui va rester. Donc, le héros, c'est parfait, mais celui qui risque de se tuer, là, oh non, là, vraiment, ça ne marche pas. Alors, les hommes, universellement, sont plus agressifs physiquement. L'agression, c'est une prise de risque, parce que tu peux être agressé. Ils sont plus téméraires et impulsifs, se blessent plus souvent, plus de délinquance et de criminalité. Donc, les hommes seraient bien placés pour apprendre la prise de risque à l'enfant, à condition qu'eux-mêmes aient appris à gérer la prise de risque. Parce qu'on sait qu'il y a des hommes qui sont encore dans la prise de risque extrême, fait qu'ils ne seront pas très bons pour l'enseigner à leur enfant. Alors, je veux parler un petit peu des études sur l'absence paternelle. C'est-à-dire les premières études qu'on a travaillé sur les pères, c'était l'absence des pères. Ce qu'on avait observé, bon, d'abord, c'est que les hommes, comme je l'ai dit, sont plus agressifs. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Les hommes sont plus agressifs que les femmes, donc ils sont probablement mieux placés pour apprendre à l'enfant à socialiser l'agressivité. Là, vous voyez, je n'utilise pas le mot inhiber l'agressivité, je dis la socialiser, c'est-à-dire canaliser l'agressivité qui est là, qui fait partie de notre espèce. Donc, dans mon esprit à moi, l'agression, c'est une prise de risque, mais c'est une adaptation. Même si on n'aime pas ça que le jeune agresse un autre, lui, l'enfant, il le fait parce que c'est sa façon il se sent menacé, il agresse pour s'adapter à la situation présente. Même si de notre regard, on n'appuie pas ce geste-là, pour lui, c'est sa façon de s'en tirer dans les conditions actuelles. Donc, qu'est-ce qu'on avait remarqué dans les premières études sur l'absence paternelle? C'est qu'il y avait plus de problèmes de comportement chez les garçons lorsque le père est absent dans les familles monoparentales. Mais ça, évidemment, ces études-là, il y avait un problème avec le fait que quand le père quitte, il y a aussi un manque de revenus à la mère. Donc, c'était confondant. Il y avait deux variables confondantes. L'absence du père plus un niveau socio-économique plus faible. Fait que c'était pas concluant tellement à cette époque-là pour ça. On s'est rendu compte aussi qu'il y a plus de problèmes de comportement chez les garçons
non, ça je l'ai dit, moins de problèmes de comportement chez les garçons lorsqu'il y a un contact père-enfant qui est maintenu après la séparation. Déjà, c'est un premier niveau. Donc, il y a une figure qui est là. Déjà, l'enfant a moins de problèmes de comportement. Moins de problèmes de comportement et plus de comportements prosociaux à l'école lorsqu'il y a contrôle parental de la figure paternelle. Donc, le père n'est pas juste là, mais il fait aussi de la discipline. Les enfants développent, tout particulièrement les garçons, encore moins de problèmes de comportement. Plus de problèmes de comportement chez les enfants dont le père a une personnalité antisociale. On en a parlé ce matin, l'antisocialité. Surtout s'il a vécu avec les enfants durant la période 0-5 ans. Et même après avoir contrôlé l'effet génétique. Parce qu'évidemment, l'agression, il y a un effet génétique. Hein? Il y a une transmission génétique d'un certain taux d'agressivité. Puis aussi, l'environnement va réguler cette agressivité-là. Donc, en d'autres mots, ce qu'on observe jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des problèmes de comportement, surtout quand il y a trop peu de contrôle ou trop de contrôle, dans les deux extrêmes. Okay? Donc, ça veut dire que les enfants ont besoin d'un encadrement et de la discipline, mais parfois, c'est excessif parce que le père, à travers ça, il veut montrer sa dominance, son autorité, le pouvoir pour le pouvoir, comme on dit des fois. Okay? Mais quand tu es dans l'optimum, c'est bon pour les enfants. Donc, toutes ces études-là nous disaient que c'est bien beau l'absence du père, mais il faut travailler sur la relation père-enfant. Quand le père est là, la qualité de cette relation-là. Donc, c'est là-dedans que je vais vous entraîner. Alors, dans la revue de littérature, on a regardé un petit peu, on a trouvé des rôles spécifiques au père. Ça veut dire ici, les rôles spécifiques, ça ne veut pas dire que les mères, on ne joue pas des rôles là-dessus, ça veut dire que c'est les majeurs. En quoi les pères ont des plus gros effets sur le développement des enfants? D'abord, la différenciation des rôles sexuels. Les pères différencient davantage les garçons et les filles. Et ils voient, le petit garçon aime ça, là, il va l'encourager avec ces jeux-là. La petite fille aime ça, alors que la mère différencie moins, avoir tendance à avoir les mêmes types d'interactions avec les deux. Ensuite, le père est impliqué dans l'autonomie et la gestion de la prise de risque, c'est le sujet d'aujourd'hui, au cours de l'exploration, l'affirmation de soi, la gestion de la colère, la résolution des conflits. La réussite scolaire et professionnelle, les pères ont une importance. Après avoir contrôlé l'impact de la mère, le père, il reste encore de la variance pour expliquer l'adaptation à l'école et professionnelle. Le processus de résolution de problèmes, le développement des problèmes extériorisés tout particulièrement. Alors, les premières études qui ont été réalisées avec les pères, c'était avec des bébés. OK, on regardait les interactions mère-bébé comparées à père-bébé. Ça fait que dans les interactions mère-bébé, vous savez que généralement, la mère va calmer, réconforter l'enfant. Elle est plus verbale et didactique. Elle va montrer un jouet à l'enfant, c'est des jeux calmes, c'est un peu plus cognitif comme jeu. Donc, des jeux cognitifs centrés sur les objets. Le père, lui, excite les enfants, généralement avant le dodo, ce qui dérange beaucoup les mamans. Qu'est-ce qu'on dit? C'est le moment où il est là, à la maison. Il est plus physique. Et il fait des jeux imprévisibles, idiosyncratiques. Idiosyncratiques, ça ne veut pas dire des jeux idiots. Des fois, c'est idiot. Mais ça veut surtout dire des jeux très personnels. Il n'y a pas deux pères qui font les mêmes types de jeux avec le même matériel, par exemple. Des jeux non conventionnels. Donc, vous savez, depuis Piaget, là, quand on voulait comprendre l'interaction parent-enfant, le contexte qu'on mettait toujours, c'était un contexte de jouets. On mettait des jouets, puis on regardait le père jouer avec l'enfant et les jouets, ou la mère. Puis dans ce contexte-là, soit que la mère avait plus d'effets, était plus compétente pour influencer l'enfant, ou il n'y avait pas de différence entre le père et la mère. Mais là, il y a certains chercheurs géniaux qui ont commencé à faire un contexte de jeu sans jouets. Puis là, les pères sortent là-dedans gagnants parce que tout de suite, ils savent quoi faire avec l'enfant. Puis on peut lancer dans les airs, faire des jeux physiques avec l'enfant. Les mères sont un peu déstabilisées au début avec ce... Il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de support. Mais ils trouvent rapidement des jeux symboliques, le marionnette, le serpent, le petit oiseau. Ils vont en faire plutôt des jeux symboliques qui sont d'ordre plus cognitif aussi. Alors, évidemment, vous savez que les jeux physiques, c'est la seule dimension où les pères en font plus que les mères, quel que soit l'âge de l'enfant. Donc, toutes les autres dimensions, les mères sont plus impliquées en termes de fréquence au quotidien.
C'est ce qui a amené, évidemment, un chercheur, Michael Lem, à penser que l'attachement père-enfant se développe par les jeux physiques. Il s'agit que l'enfant soit en contact avec son père 10 minutes par jour, puis il va se développer un certain lien d'attachement à travers cette dimension de jeu physique. Puis c'est fort possible parce que les jeux physiques, c'est très... Vous savez, au niveau émotif, c'est très fort, c'est excitant, il y a du plaisir. Donc, ça peut être extrêmement efficace rapidement, comparativement le réconfort au quotidien donné par une mère. C'est un peu ingrat pour les mères. Ça prend beaucoup de jours, c'est le réconfort, c'est sur des grandes périodes. Le jeu, c'est quelque chose qui, quand il y a du plaisir, parce qu'il n'y a pas toujours du plaisir dans le jeu, entre l'enfant et le père, puis dans ce temps-là, l'enfant, il décroche. Hein, il ne veut plus jouer avec son père. Donc, les pères utilisent plus les jeux physiques de la première à la 10e année. Les jeux physiques, je pense que vous voyez bien ce dont je veux parler. On a trouvé, disons, dans une étude, 40 sortes de jeux physiques que les pères faisaient avec leurs enfants. Là, on les a catégorisés, puis on essaie de comprendre en quoi ces jeux-là ont un impact sur le développement des enfants. Parce qu'en général, les mères vont dire « Oh, mon mari fait rien dans la maison à part de jouer avec les enfants. » C'est comme si c'était gratuit et que ça ne servait pas au développement. Alors que nous, on veut démontrer que ça sert le développement de l'enfant. Et c'est ça, je veux ajouter aussi, dans les jeux physiques, il y a toujours les deux dimensions importantes dans le comportement parental, c'est-à-dire la chaleur et le contrôle. Okay? Parce que les mères sont plus directifs dans les jeux. Okay? Les mères vont soutenir les enfants d'une certaine façon dans le jeu, mais les pères sont directifs. Ils vont dire, joue à ça. Mais une fois qu'ils commencent le jeu, l'enfant, il le laisse aller. Okay? Mais il y a une certaine directivité dans le jeu, plus grande chez le père. Puis aussi, la chaleur, le fait qu'il y ait des jeux physiques, le contact physique, même si le jeu est rough, dur, c'est un jeu de bataille où on se pousse, pour les enfants, il y a de la chaleur là-dedans parce qu'il y a un contact physique. Et le contact physique, c'est important pour les enfants et pour les adultes, on l'oublie souvent. Alors, la fonction paternelle d'ouverture au monde, le père, c'est Jean Le Camus qui a mis en évidence cette fonction d'ouverture au monde. Le père répond aux besoins de stimulation, d'inspulsion et d'incitation par une action dynamisante, par les jeux imprévisibles ou non conventionnels et par les taquineries. L'enfant est déstabilisé et apprend à réagir aux événements imprévus. Autant l'attachement, c'est important que l'enfant sache qu'il doit avoir confiance qu'il va avoir réponse à ses besoins. Le père, en déstabilisant l'enfant, faisant des jeux étranges, apprend à l'enfant à réagir aux événements imprévus. Et dans la vie, il y a beaucoup d'événements imprévus. Donc, il y a un apprentissage là qui est important. Dans la fonction d'ouverture au monde, vous savez, c'est Jean Le Camus en France qui a développé davantage cette fonction paternelle. On appelle une fonction paternelle de l'ouverture au monde, qui peut être faite aussi par les mères. Okay? Mais cette fonction, ça demeure une fonction paternelle. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette fonction d'ouverture au monde, c'est surtout l'aspect catalyseur de prise de risque. Incite l'enfant à prendre des initiatives, à s'aventurer tôt. Les initiatives, c'est toutes sortes de choses. Hein. Un enfant, juste d'aller parler à un enfant qu'il ne connaît pas pour voir s'il veut jouer avec lui, c'est une prise de risque, parce que cet enfant-là peut lui dire non. OK? Puis l'enfant n'est pas bien quand l'autre enfant dit non, ça c'est sûr. Donc, prendre des initiatives, s'aventurer, être audacieux, s'affirmer. Le père va encourager l'enfant à explorer dans les milieux à risque. Je prends 2 secondes pour parler un petit peu des exemples que Le Camus sortait. Lui, il avait étudié les enfants à la piscine. Les enfants de 1 à 2 ans sont dans la piscine avec les parents, ils ont un petit flotteur, ils sont avec les parents. Il s'est rendu compte que 80% des enfants, quand ils sont avec leur mère, sont en face à face, la mère tient les mains et il y a un contact dans les yeux. Puis l'enfant, lui, veut voir ailleurs parce qu'il y a d'autres gens autour, mais la mère cherche tout le temps la bulle d'intimité avec son enfant. 80% des pères se mettent derrière l'enfant pour présenter le monde à l'enfant. Donc, c'était la première chose. Puis il y a 20% des pères qui font autrement, 20% des mères qui font autrement, mais il y a des majeurs. OK? Une autre chose qui se faisait aussi, c'est quand l'enfant saute dans l'eau, les mères, en général, attrapent les enfants avant que l'eau touche au menton, alors que les pères les laissent couler. Et quand l'enfant sort, l'enfant est là. Tu vois qu'il est sur le bord de pleurer. Là, le père, il a un grand sourire, puis l'enfant dit encore. Finalement, l'enfant apprend à être moins anxieux face à ce milieu étranger et à développer des compétences, des habiletés dans l'eau,
parce que le père lui montre que c'est possible. OK? Quand un enfant revient, un autre élément de prise de risque, quand l'enfant revient de l'école et dit « je me suis fait attaquer, agressé par un autre enfant », la mère, qu'est-ce qu'elle dit généralement? « Évite cet enfant-là, c'est pas pour la violence. » Le père, il va dire « es-tu défendu? » Hein? Ça veut dire que ça incite l'enfant à prendre un risque. Qu'est-ce qui peut arriver en prenant ce risque-là? L'enfant, le lendemain, il peut manger une volée encore plus que la première journée. Mais généralement, c'est pas ça qui arrive. Généralement, les victimiseurs vont vers d'autres personnes, c'est connu, parce qu'ils veulent, eux autres, victimiser, mais ils ne veulent pas être agressés. Donc, si tu te défends, tu as des chances qu'on te laisse la paix. C'est une autre approche complètement. Alors, donc le père pourrait jouer un rôle important dans l'apprentissage de la régulation des émotions lors des interactions agressives de l'enfant avec les autres enfants. Par exemple, par la discipline, mais par les jeux physiques comme les jeux de bataille, par exemple. Moi, j'ai remarqué que les enfants qui ne faisaient pas de jeux de bataille avec leur père en bas âge, quand ils arrivaient à la garderie, ils n'étaient pas à l'aise, ils se sentaient menacés par les autres enfants qui voulaient jouer à des jeux de bataille, donc ils préféraient jouer avec les filles. Donc, il y a une préparation du père à ce type d'activité, de jeux de bataille, puis il y a des apprentissages à faire dans ces jeux de bataille-là avec les autres enfants aussi. Donc, ça prépare à ça. Et aussi, il faut penser aussi que le père joue probablement un rôle important dans le développement des habiletés de compétition. Les habiletés de compétition. Parce que, en ce moment, quand on évalue les compétences sociales, on est toujours dans la coopération, dans aider les autres, etc., mais les éléments de compétition. Et ça, c'était quand même intéressant de dire que pour certains chercheurs, la coopération, c'est la meilleure stratégie de compétition. On voit ça comme une stratégie de compétition, la coopération. Les études montraient que, par exemple, on mettait des enfants ensemble de 10 ans devant un jeu, et puis on les laissait aller, on le filmait, on se rendait compte, les enfants souvent disaient on coopère. Puis là, il y en a un qui s'installait, OK, toi 5 minutes, chacun 5 minutes. Il s'installait, puis l'autre, dès que les 5 minutes finissaient, il disait hey, c'est fini, c'est à mon tour. Puis le deuxième, il s'installait, puis si l'autre disait rien, bien, il faisait 7 minutes. Au total, on se rendait compte que c'était jamais égal les scores. Inconsciemment, les enfants, les humains, les adultes vont toujours essayer de maximiser leurs ressources. OK? Donc, la coopération, c'est plus payant comme stratégie à long terme. À court terme, si tu ne vois pas les autres, c'est plus payant de prendre un risque. Tu vas avoir 100% de la ressource si tu agresses l'autre, ou 0% si tu perds. Mais si tu coopères, tu as toujours 50%. Si tu cumules ça sur des années, en développant un réseau social, c'est plus payant la coopération. Donc, c'est une façon d'intervenir aussi. Plutôt que de dire non, non, la compétition n'existe pas, puis de nier que c'est important les ressources pour l'enfant, on peut dire non, la meilleure façon d'acquérir des ressources, c'est la coopération. Je voulais parler quelques secondes des enfants bistratégiques. Les enfants bistratégiques, c'est les enfants qui développent le plus... C'est des enfants qui ont un score élevé d'agressivité, autant que les enfants agressifs, mais qui ont un score élevé de compétences aussi. Tu mets ces enfants-là, c'est à peu près 10% des enfants, selon les études, c'est des études assez récentes. Tu mets ces enfants-là avec un enfant agressif, il va être agressif, il va savoir se défendre. Tu le mets avec un enfant gentil, coopératif, il va préférer coopérer puis avoir du fun avec cet enfant-là. Donc, il y a une espèce de... il y a un répertoire varié qui lui permet de s'adapter à toutes les situations. Okay? Donc, on voit que l'agression, dans certains contextes, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est quand on identifie un profil agressif, ça veut dire que l'enfant utilise l'agression quels que soient les contextes. C'est son premier réflexe, c'est l'agression, quelles que soient les situations. C'est là que ça nous préoccupe davantage. Alors, j'ai développé le concept de relation d'activation père-enfant. C'est la relation, c'est le lien d'attachement qui permet l'ouverture au monde. Il y a deux rôles en dessous de ça. Il y a un rôle d'abord de stimuler l'enfant en le confrontant à l'environnement social et physique. Ça, c'est la prise de risque. Stimuler l'enfant à prendre un certain nombre de risques. Mais en même temps, la deuxième dimension, c'est la contrôle, la discipline. C'est-à-dire, tu encourages l'enfant à prendre des risques, mais pas trop non plus, parce que s'il monte au parc dans la structure, puis qu'il monte plus haut que son âge le permet, il va se blesser. Donc, c'est la discipline. Tu peux monter, mais jusqu'à certaine hauteur. Puis le père doit s'assurer que l'enfant est obéissant là-dessus. Donc, c'est les deux comportements qui permettent de réguler cette ouverture au monde, cette prise de risque-là. C'est tout particulièrement important avec les garçons, parce qu'on l'a dit, ils sont plus agressifs, plus impulsifs,
etc. Ils demandent davantage de surveillance que les filles. Puis une chose qui est importante ici, c'est comme de récupérer la discipline dans la théorie de l'attachement. Okay? Les limites et les règles sécurisent l'enfant. Ça, on l'oublie souvent. On pense tout le temps que l'enfant a besoin d'amour. Si on lui donne de l'amour, il n'y a plus de problème. Donner des limites, c'est une forme d'amour. Okay? L'enfant a besoin de limites, puis quand on ne lui en donne pas, il en recherche. Les difficultés de comportement peuvent être vues sous cet angle-là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on y mette une limite. On espère que la limite va être mise avant que la police intervienne. Alors, vous voyez, mon truc, moi, c'est que je parle de l'attachement au sens large, puis on en a parlé ce matin, la base de sécurité, c'est ce qui est évalué avec les situations étrangères que vous connaissez, les séparations et tout ça. C'est ce qu'on appelle la relation d'attachement au sens strict. Puis c'est la dimension parentale, c'est le réconfort qui est important. Moi, j'ai développé le pôle de l'exploration. Qu'est-ce que fait le parent durant l'exploration de l'enfant pour l'aider? Alors, c'est les deux dimensions que je vous ai dit tantôt. Inviter l'enfant à explorer l'environnement, puis en même temps, appliquer une discipline, les deux. Et ça s'évalue, j'ai développé la situation risquée, okay, que je vais vous parler dans quelques minutes. Pour évaluer ça, ça s'évalue avec les enfants entre 1 an et 5 ans. Alors, on obtient une typologie à 3 groupes. Les sous-activés, c'est des enfants qui explorent peu, l'enfant explore peu, est passif et reste près du parent. Dans la situation risquée, comment ça se fait? La situation risquée, dans le fond, c'est qu'il y a 6 étapes, mais il y a 3 étapes importantes. Il y a une étape de risque social, puis une étape de risque physique. Le risque social, c'est une personne, un homme étranger, qui est intrusif auprès de l'enfant. OK? Donc, normalement, un enfant qui est sous-activé, il fige dès le début quand la personne commence à faire ses comportements. L'enfant activé est capable d'interagir avec cette personne-là, mais à un moment donné, il met sa limite, il dit ça, là, ça c'est trop, ça, je ne prends pas ça, puis là, je me retire. Puis l'enfant suractivé, lui, devant la personne étrangère, il a de l'hypersociabilité, il peut faire n'importe quoi à l'autre. Moi, avec des 15 mois, je demande à la personne, après 3 minutes, tu vas le prendre, tu vas le mettre sur tes genoux. Imaginez, un étranger, après 3 minutes. Mais les suractivés, pas de problème, ils pourraient même partir à l'extérieur de la pièce avec la personne étrangère. C'est des suractivés. Après ça, on dévoile un escalier, et puis l'escalier, on dit aux parents, vous restez assis à moins que l'enfant est dans l'escalier. Vous ne faites pas le premier mouvement. On veut voir si l'enfant... Puis là, je demande aux parents, est-ce que vous pensez que l'enfant va monter dans l'escalier? Ils disent tout oui, hein? À 15 mois, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Dès qu'ils savent marcher, ils veulent grimper. Et il y a 30% des enfants qui ne vont pas du tout dans l'escalier. OK? Parce que le père, il ne va pas. Mais si le père approchait, j'ai plein de vidéos, je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, l'enfant va monter, il va être très à l'aise, il va monter, descendre, s'amuser dans l'escalier. Mais si le père ne bouge pas, il est habitué que son père soit tout le temps collé sur lui. Il manque d'autonomie, cet enfant-là, c'est le sous-activé. Le suractivé, lui, il monte dans l'escalier, puis il est imprudent, puis quand le père lui donne des consignes, il n'est pas du tout obéissant. Puis l'enfant activé, lui, il monte dans l'escalier de façon prudente, puis il est obéissant au père. Parce que dès qu'il monte dans l'escalier, le père peut s'approcher puis faire la gestion de ça. Puis après ça, après que l'enfant est allé dans l'escalier, on dit au père, maintenant, vous lui interdisez à monter dans l'escalier à l'enfant, pendant 3 minutes. Puis là, on regarde si l'enfant est obéi à ça. Un enfant de 15 mois va retourner 10 fois. Mais on regarde s'il y a une progression vers l'obéissance dans les 3 minutes. Okay? J'ai des beaux exemples à vous donner là-dessus. La discipline doit commencer à s'appliquer autour de 12 mois. Okay? Et on le voit tout de suite, les pères, les enfants qui sont habitués à cette discipline-là, puis qui sont frustrés, qui ne vont plus dans l'escalier, mais ça fonctionne, ils ne vont plus. T'sais? Parce que le parent, souvent, il est là pour gérer l'enfant dans l'escalier, mais à un moment donné, il est occupé à d'autres choses, puis il interdit à l'enfant parce qu'il ne peut pas le surveiller. Alors, c'est des choses qui se produisent dans la vie de tous les jours, qui sont normales. Alors, c'est ça, cette procédure qui dure 20 minutes, là, vous avez les étapes ici. Il y a 5 critères pour codifier, ça donne un score d'activation aussi. Je vais vous donner quelques résultats qu'on a trouvés jusqu'à maintenant. D'abord, les pères activent davantage que les mères, clairement. C'est que dans mon esprit, moi, c'est que le père et la mère, l'enfant développe un attachement avec le père et la mère, il développe une forme, une activation aussi, une relation d'activation, une relation d'attachement avec chacun de ses deux parents. Mais il y a une majeure. Généralement, ça va être une relation d'attachement avec la mère, qui est première figure d'attachement, puis le père qui est première figure d'activation. Dans certains couples, c'est inversé, mais c'est rare. Okay? Donc, il y a cette complémentarité-là du père et de la mère.
Un autre résultat, c'est que les pères et les mères activent davantage les garçons que les filles. On a beaucoup de filles qui sont sous-activées dans ces contextes-là de mesure. Les filles, en fait, sont souvent surprotégées. Okay? Pas seulement par le père, mais par la mère aussi. C'est une petite fille mignonne et fragile. On la surprotège. Puis, on incite davantage les garçons à prendre des risques. Pas juste surprotéger. Le garçon, vas-y, t'es capable. Mais la petite fille, on va y dire un petit peu moins ça. Ensuite de ça, la stimulation parentale à la prise de risque, la dimension importante que je vous parlais, prédit l'activation après avoir contrôlé le sexe et le tempérament de l'enfant. Ça, c'est important parce que au départ, les garçons, ils sont prédisposés à prendre plus de risques, donc ils devraient être plus activés déjà dès le départ. Puis, le tempérament aussi. Un enfant impulsif aurait tendance à se ramasser suractivé, puis un enfant timide à être sous-activé. Mais quand on contrôle pour ces choses-là, on se rend compte que c'est la stimulation du parent qui fait la différence. C'est-à-dire que le père, avec un enfant timide, il va l'inciter davantage à explorer. Avec un enfant impulsif, il va l'encadrer davantage. C'est quelque chose que je vous disais au début de ma présentation. Ah, c'est ici les lumières, c'est ça. Bon. Ensuite de ça, les enfants sous-activés. Ce qui est prévu, là, c'est que les enfants, la théorie prédit que les enfants sous-activés, la surprotection, vont amener à plus de problèmes intériorisés et plus d'anxiété. Alors, c'est ce qu'on a trouvé cette année dans 2 études. Une avec des bébés, on peut dire des 15 mois, puis une autre avec des 4 ans. Et dans les 2 études, les sous-activés développent vraiment plus de problèmes intériorisés. Alors qu'en théorie, avec la théorie de l'attachement, il y a très peu d'études qui ont réussi à montrer un lien entre l'attachement, ABC, et les problèmes intériorisés. Mais avec l'activation, on le montre. Ça veut dire qu'on diminue l'anxiété de l'enfant si on le stimule adéquatement dans une relation d'activation. Ensuite de ça, on a trouvé le lien entre la relation d'activation à 15 mois et la fréquence des jeux de bataille à 3 ans, seulement chez les garçons. C'est-à-dire, si le garçon est bien activé à 15 mois, il va faire à 3 ans, plus souvent de jeux de bataille avec son père. Mais chez la fille, on n'a pas trouvé ça. Pourtant, dans cet échantillon-là, les pères faisaient autant de jeux de bataille avec leur fille qu'avec leur garçon. Mais ils n'ont pas bénéficié, ces filles-là, de ça. Peut-être parce que c'est pas la même qualité de jeu de bataille. On le voit aussi dans les entrevues avec le père. Le père, il n'ose pas être aussi rough avec la petite fille, puis ça ne donne pas le même résultat. Vous savez, ma première étude, il y a 10 ans, sur les jeux de bataille, montrait que les pères faisaient vraiment beaucoup plus souvent des jeux de bataille avec les garçons, puis rarement avec les filles. Puis moi, quand j'étais petit, c'était jamais avec les filles. Il y a une progression, il y a une augmentation de cette forme de jeu de bataille des pères avec les filles. Et selon moi, les pères font ça inconsciemment pour préparer les filles à la compétition de notre société. Okay? Les jeux de bataille permettent de réguler l'agressivité, c'est-à-dire que les garçons vont utiliser moins souvent l'agression dans différents contextes, mais par contre, ils vont être plus compétitifs. Une compétition positive, c'est-à-dire que, bon, oui, je veux compétition scolaire, compétition sportive, il y a différentes formes de compétition qui vont résulter de cette relation d'activation. Je n'ai pas besoin de la dernière. La dernière diapo, c'était les choses qui nous restent à vérifier. C'est-à-dire que le modèle que j'ai mis en place prédit que les enfants suractivés devraient faire plus de problèmes extériorisés et plus d'agressions physiques aux autres enfants. Donc ça, c'est pas encore on n'a pas encore fait l'étude pour démontrer ce truc-là. Ça va venir dans les prochaines années. L'autre chose aussi, c'est de démontrer que les relations, les enfants activés vont avoir davantage de stratégies compétitives. C'est-à-dire qu'on va retrouver surtout des enfants bistratégiques dont je vous parlais tantôt. Okay? Donc des enfants qui vont utiliser l'agression parfois, mais modérée, puis dans certains contextes bien précis, mais qui vont être d'autre part très compétents avec les autres enfants. On s'attend que les activés soient surtout des bistratégiques. Puis on s'attend aussi que les enfants activés obtiennent plus de ressources de leur environnement, parce qu'ils sont... C'est ça, hein?
l'humain est fait comme les autres animaux, c'est-à-dire que notre survie et notre reproduction dépendent des ressources de l'environnement. Donc, toute notre vie, à différents âges, on est en compétition avec les autres pour des ressources. Chez un tout petit, les ressources, c'est les jouets. C'est quoi la principale source de ressources pour un tout petit à la garderie? L'éducatrice. L'éducatrice contrôle les ressources. Donc, les enfants sont beaucoup autour d'elle parce que s'ils sont bien amis avec l'éducatrice, ils vont avoir des ressources. OK? Donc, à un moment de l'adolescence, les ressources, c'est les conjoints. Toute la vie, il y a une quête de ressources. Les ressources aussi, l'information, les connaissances, l'affection, c'est une ressource. OK? C'est pas juste la ressource alimentaire ou physique de cet ordre-là. Les ressources sont extrêmement diversifiées. Puis, un enfant qui a développé davantage de stratégies va être capable d'aller chercher plus de ressources pour un développement encore plus optimal. Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis dans mon temps. Bon, il va y avoir de la place pour les questions, alors. Cet exposé est vraiment intéressant. Je pense que tous, on se sent pour réfléchir. On se sent tous identifiés à un moment donné. J'entendais les rires, et ça me dit quelque chose. On passe aux questions, 5 minutes, 6 minutes de questions. Si je n'avais pas de questions, je vais allonger mes présentations. Vous savez que les jeux de bataille, on va les filmer à la maison. On filme le père, la mère dans des jeux de bataille. On dit, est-ce que vous en faites d'habitude? Si oui, voulez-vous en faire quelques minutes, on vous filme. Et puis en ce moment, on essaie de voir c'est quoi la sensibilité, c'est quoi les indices de sensibilité du père ou de la mère dans les jeux de bataille. Donc, c'est pas le même type de sensibilité que dans les soins, dans le confort. OK? Dans un jeu, le but, c'est le plaisir. Donc, est-ce que le père est sensible au plaisir que l'enfant a? Est-ce qu'il voit que l'enfant a du plaisir, puis à un moment donné, il n'y a plus de fun, l'enfant, puis il se désorganise. Il y a des pères qui ne voient pas ça. Donc, c'est ça que ça met en évidence, d'une part. Il y a l'aspect un autre indice de sensibilité, un indice de qualité aussi, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que, normalement, le père devrait, en général, gagner les jeux de bataille, mais de temps en temps, laisser l'enfant gagner. OK? Moi, je suis en opposition avec un chercheur, Eric Lindsay, aux États-Unis, qui dit ce qui est l'idéal, c'est une réciprocité parfaite, c'est-à-dire qu'une égalité entre le père et l'enfant. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une hiérarchie naturelle entre le père et l'enfant, c'est nécessaire pour l'autorité, pour appliquer cette autorité-là. Et je demandais souvent à des parents, à la mère, je demandais, est-ce que vous faites des jeux de bataille avec votre garçon? Elle a dit oui, souvent. Est-ce qu'il aime ça, votre enfant? Bon, plus ou moins. Qui gagne en général? Oh, je laisse gagner, elle a aimé ça gagner. Je laisse gagner. Là, je demande les mêmes questions au père. D'abord, est-ce que votre femme fait des jeux de bataille avec votre enfant? Non, pas du tout. Lui, c'est autre chose pour lui. C'est une autre définition qu'il a des jeux de bataille. Et vous en faites souvent? Oui. Qui gagne en général? C'est moi. De temps en temps, je le laisse gagner. Là, Puis c'est important que l'enfant gagne de temps en temps parce que les émotions, on parlait des émotions ce matin, les émotions que vit l'enfant sont importantes. S'il est toujours perdant en dessous, là, il vit les émotions de perdant. Mais quand il a le dessus sur son père, même si c'est 2 secondes, il y a le sentiment de toute puissance de « Ah, je l'ai eu ». Même si c'est très bien que son père le laisse gagner, parce que c'est sûr qu'il est beaucoup plus fort. Alors, ça vous dit quoi, les jeux de bataille? D'abord, évidemment, vous savez que les jeux de bataille sont interdits dans les écoles, dans les cours d'école. Il y a une étude qui a été faite. Vous savez que les enfants ne se trompent pas à faire la différence entre jeu de bataille et bataille dès l'âge de 4 ans, si on leur montre des vidéos. Ça, c'est un jeu de bataille ou Mais par contre, les enseignants en Angleterre, il y a eu une étude, les enseignants ont échoué le test. Ils ne sont pas capables de faire la différence entre les deux parce qu'ils doivent intervenir. Ils ont la fonction, ils ont 200 élèves, ils sont 2 professeurs. Tout ce qui ressemble de près ou de loin, ils doivent intervenir pour empêcher ces batailles-là, alors que c'est démontré que les jeux de bataille ne sont pas corrélés du tout à la vraie bataille. C'est les enfants les plus compétents qui font ces jeux-là. Et c'est ça. Donc, à la garderie, je fais beaucoup de conférences dans la garderie aussi, puis je vois que là aussi, à la garderie, on ne laisse pas les enfants se tirailler. On a l'impression que si on les laisse faire, ils vont faire ça 100% du temps, alors qu'il y a une étude qui a fait ça, qui a donné le temps libre, les enfants ne dépassaient pas 5% du temps. Parce qu'à un moment donné, ils sont fatigués, ils sont épuisés, puis ils ont le goût d'apprendre d'autres choses, de développer d'autres habiletés par des jeux symboliques, autres activités.
Et donc, il y a des façons de gérer ça. Les éducatrices, il y en a qui laissent libre pendant 10 minutes de jeu de bataille et puis qui font le truc de jeu de fige, hein, avec le sifflet. Les enfants arrêtent quand la tension est trop élevée. Il faut baisser la tension. Il y a d'autres éducatrices qui ne sont pas à l'aise avec ça, qui vont plutôt se mettre en cercle, puis il y a seulement 2 enfants qui peuvent se tirailler à la fois. Okay? Puis d'autres sont encore moins à l'aise avec ça, c'est l'éducatrice qui se bat avec chacun des enfants. Alors, vous voyez, il y a plusieurs modes, mais ça, c'est pour les rares éducatrices qui acceptent de faire ces activités-là. Quand il y a des hommes dans les garderies, ils ne comprennent pas, tous les hommes font ces activités-là spontanément avec les enfants à la pause, au lieu de parler avec les éducatrices. Il y a comme... les éducatrices disaient, on a eu un homme qui faisait ça, puis on s'est dit, bon, il est spécial, lui. Puis là, t'as quoi, un deuxième homme l'année suivante, ben lui aussi il fait ça. Ah, ben c'est peut-être un trait masculin, finalement. Oui? J'avais une question par rapport à votre recherche. Est-ce que vous avez un peu évalué les relations homosexuelles, lesbiennes, l'impact sur les enfants? On avait cet objectif-là il y a quelques années. On se demandait, est-ce que dans un couple gay, 2 hommes ou 2 femmes, comment va se distribuer les fonctions maternelles et paternelles de réconfort, de prise de risque et tout ça? On aurait bien voulu, mais on n'a pas réussi à convaincre la communauté gay de participer à ce projet-là, parce qu'ils sont souvent victimes de toutes sortes de... Ils sont un peu inquiets. Peut-être aujourd'hui, ça serait moins pire qu'il y a 5 ans, mais pourtant, il y en aurait suffisamment de couples comme ça qui ont des enfants pour faire l'étude. Mais il y a des réserves. J'aimerais beaucoup faire ça parce que je pense que c'est pas tant lié la fonction d'ouverture au monde au fait d'être homme ou femme, sexe comme ça. C'est plutôt une espèce de, comment je peux dire, un mix hormonal particulier. OK? Probablement où il y a plus de testostérone. Ça, c'est très variable d'un individu à l'autre. C'est pour ça que dans certains contextes, certains hommes ne sont pas du tout attirés par ces activités-là parce que leur niveau hormonal ne les prépare pas à ça. Donc, ça serait de montrer que c'est plus complexe que simplement homme ou femme, mais c'est que finalement, c'est comme un complexe physiologique derrière ça qui est relié, dans le fond, à l'activation ou au réconfort. Donc, vous êtes tous d'accord? Parfait? Oui.